Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très rapide sur l'atome, un petit peu d'histoire mais vraiment très rapidement, et puis savoir faire tout ce qu'il y a à savoir faire sur l'atome, niveau collège, même niveau n'importe quel niveau en fait, puisque finalement, une fois que vous savez ces choses-là, c'est pour la vie. Je vais revenir un petit peu sur le tableau périodique des éléments, puisque c'est là-dessus que vous allez avoir tous les atomes de l'univers, et puis en fait, une fois qu'on a compris un petit peu comment fonctionne ce tableau-là, comment on lit chaque case, et bien finalement, vous avez toutes les informations sur un atome. Alors, assez rapidement, ici vous avez tout ce qui sert à faire toute la matière. Chaque case correspond à un élément. Un élément n'est pas exactement un atome, faites attention, je préciserai ça dans une prochaine vidéo spécialement pour les secondes. On s'en fiche pour les troisièmes, on considérera qu'on a ici que des atomes. Et donc en fait finalement, eh bien, la différence entre deux matières que vous connaissez bien, alors je parle juste de matière composée d'atomes seulement, eh bien c'est pas grand chose, vous allez voir que c'est simplement une différence de protons, d'électrons et de neutrons, c'est-à-dire les particules qu'il y a dans un atome. On va rentrer un petit peu dans le détail là-dedans. Par exemple, on va ici commencer par traiter le magnésium, et puis on parlera de quelques-uns encore. Si je prends le magnésium, vous avez deux nombres, 12 et 24. Faites pas attention au nombre qui est la virgule, arrondissez-le au plus proche, à l'entier le plus proche. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est plutôt quelque chose que vous verrez en seconde, donc on ne rentre pas dans les détails là-dedans. Ici, donc vous avez ce qu'on appelle le symbole chimique, qu'on modélise souvent par un X. Le 12 ici, c'est ce qu'on appelle le nombre de protons, mais c'est un autre nom, ça s'appelle le numéro atomique, qu'on note souvent Z. Et le 24 qui est ici, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse, c'est aussi le nombre de nucléons, et qu'on note A. Nombre de masse, nombre de nucléons. Alors maintenant, il faut juste qu'on se rappelle globalement ce qu'est un atome. Un atome, c'est pas très compliqué. C'est un petit peu comme un fruit, si vous voulez, mais attention, c'est pas... Le modèle s'arrête là. Un noyau et autour, c'est pas le fruit finalement, mais c'est ce qu'on va appeler le nuage électronique. Dans ce nuage électronique, vous avez des particules qui s'appellent des électrons, qu'on note souvent E-. Pourquoi E-? Parce qu'ils ont une charge qui est négative. Et donc vous avez un certain nombre de ces électrons. Ces électrons, par exemple, ici, j'en ai fait 4. Alors, évidemment, on ne pensait pas qu'ils sont forcément à ces endroits-là. Ils peuvent bouger n'importe comment. On est en 3 dimensions, n'importe comment, dans l'atome. La limite ici n'est absolument pas une membrane. Il ne faut pas du tout voir ça comme la peau du fruit et la peau de l'atome. En aucun cas. C'est une limite, entre guillemets, virtuelle, qui, en fait, est simplement une zone qui délimite le fait qu'au-delà, nous ne retrouverons pas d'électrons. C'est-à-dire que l'électron peut se balader n'importe où ici, mais il n'ira pas plus loin. C'est comme ça qu'on fait pour délimiter l'atome. Donc ça ne ressemble pas à ça dans la vraie vie, bien sûr, c'est un modèle, c'est un schéma. Ça permet de bien comprendre un petit peu quand même l'histoire. 4 électrons, donc dedans, je vais avoir 4 protons. Les protons, ce sont des particules qui sont extrêmement massives dans l'atome. D'ailleurs, pour tout vous dire, le proton est 1000 fois plus lourd que l'électron. Le proton a, lui, une charge positive, et en fait, qui vient contrebalancer la charge de l'électron. Le problème, c'est que s'il n'y avait que des protons, on aurait peut-être parfois quelques problèmes à cause de la force de répulsion électrostatique, puisque plus et plus, comme vous le savez, ça se repousse. Donc, entre deux, il va y avoir des neutrons. Neutrons qui n'ont pas de charge, comme leur nom l'indique, neutre, neutron. Et il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir plus que ça, bref, peu importe. En fait, il n'y en a pas forcément à chaque fois le même nombre que les protons. Il peut y en avoir, généralement il y en a le même nombre, mais pour les gros atomes, il y en aura souvent un petit peu plus. Parfois pour les petits atomes, il peut y en avoir un petit peu moins. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'il faudra apprendre par cœur. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dans un atome, une fois que vous avez compris ce schéma-là, il y a toujours autant de protons que d'électrons. Ça permet d'assurer une chose qu'on appelle la neutralité, puisqu'en fait, l'atome, si vous avez bien compris, par exemple pour l'atome que je viens de faire, il y a 4 protons pour 4 électrons, c'est-à-dire 4 charges plus, si je l'ai fait comme ça. 4 charges plus qui viennent équilibrer 4 charges moins, ce qui fait un bilan final de 0. Vous n'avez aucune charge dans l'atome. Ce qu'il faut comprendre, et pourquoi finalement c'est intéressant d'avoir des choses qui ne sont pas chargées, parce que l'atome, s'il était lui-même chargé, en fait il réagirait électrostatiquement avec n'importe quel autre atome chargé. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Un petit exemple pour vous expliquer ça, imaginez que le tableau soit composé d'atomes qui sont chargés plus, imaginez que mon stylo soit composé d'atomes qui sont chargés moins, auquel cas, dès que j'approche la mine de mon stylo, elle est attirée par le tableau, je ne peux plus la retirer du tableau. Ce ne serait pas une bonne nouvelle.
Donc heureusement que finalement tout est neutre quand même globalement. À l'intérieur, ça n'empêche pas que ce soit chargé, hein. Les électrons sont chargés moins, les protons sont chargés plus. C'est une bonne chose puisque ça va nous permettre pour les électrons notamment de créer ensuite des molécules. C'est grâce aux électrons qu'on va avoir par exemple la molécule de dioxygène. Je ne rentre pas plus dans le détail, ce n'est pas nécessaire pour cette vidéo-là. Donc une fois qu'on a compris ça, il y a donc deux numéros. Ces numéros vont vous donner finalement le nombre de particules dans l'atome, les protons, les neutrons, les électrons. Alors, le nombre qui est ici, le numéro atomique, vous donne directement le nombre de protons. Vous savez donc qu'il y a 12 protons dans l'atome de magnésium. Puisque, comme je vous l'ai dit, on doit assurer une neutralité électrique, ici il y a 12 charges plus, il y a donc du coup 12 charges moins. Voilà, c'est tout simplement, c'est très simple à comprendre comme ça. Attention, n'allez pas jusqu'à retenir que le 12, c'est aussi le nombre d'électrons. Faites attention à ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo sur les ions. Vous risquez d'avoir un petit peu de mal si vous pensez que ça, c'est indifféremment le nombre de protons ou d'électrons. Ce n'est pas le cas. C'est le nombre de protons, et il se trouve que pour un atome, il y a autant de protons que d'électrons. Ensuite, le 24 qui est là, ça s'appelle les nucléons. Il y a donc 24 nucléons. Alors, je ne vous en ai pas encore parlé, mais ce n'est pas très compliqué. Les nucléons, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a dans le noyau, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. Ce n'est pas directement le nombre de neutrons. Alors, ce qui va être intéressant du coup, c'est de trouver maintenant le nombre de neutrons, mais ce n'est pas très compliqué. Si j'ai 24 nucléons, c'est-à-dire 24 protons-neutrons, mais que j'ai déjà 12 protons ici, combien me reste-t-il de place pour les neutrons? Et bien si j'en ai déjà 24, j'ai un sac de 24, j'ai déjà 12 bonbons qui sont pris là-dedans, combien me reste-t-il de bonbons? Il m'en reste 12 de nouveau. 12 plus 12 neutrons vont me donner 24 nucléons. Les nucléons, c'est et les protons et les neutrons ensemble. Généralement, vous aurez les protons. Donc forcément, si vous avez les nucléons et les protons, il suffira de faire 24 moins 12 et vous avez les neutrons. Comme je viens de faire là, 24 moins 12 et ça me donne 12 neutrons, c'est gagné. Voilà pour cette partie, la composition de l'atome. Et vous pouvez lire maintenant n'importe quel atome comme ça. Je donne deux exemples histoire que vous puissiez vous entraîner un petit peu aussi. Par exemple, le beryllium Be4,9. Alors, mettez en pause rapidement, essayez de le trouver en même temps que moi si possible. Ici 4, donc 4 protons, donc aussi 4 électrons. J'ai 9 nucléons. Oui, mais les nucléons, c'est les protons et les neutrons. Oui, mais j'ai 4 protons, donc du coup, j'en ai déjà 4 qui sont pris. Combien il me reste, sachant que j'en ai 9 en tout? Eh bien, il me reste 5 neutrons. Une fois que vous avez ça, on en fait un dernier pour la route. Par exemple, on va prendre le vanadium 2351. Vanadium 2351, 23 protons, 23 électrons, 51 nucléons et 51 moins 23, c'est-à-dire 28 neutrons. Voilà pour ça. En fait, une fois que vous avez compris ça, une fois que vous savez de quoi est composé l'atome, en fait, finalement, tout est bon pour la niveau 3e, ça s'arrête là. Voilà tout ce que vous avez à savoir. Évidemment, si vous avez eu le cours déjà là-dessus, normalement votre prof a dû vous expliquer un petit peu l'intérêt d'avoir fait tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas faire une vidéo trop longue, mais l'idée en fait, pour faire simple, si vous regardez, je vous donne deux autres exemples juste pour vous montrer un petit peu ce que ça a pour conséquences dans la vie de tous les jours, parce que c'est toujours quelque chose qui vous manque, le sens physique de tout ça. L'aluminium, vous connaissez, c'est les feuilles par exemple qui vous servent, alors c'est un métal qu'on connaît très bien qui est assez malléable, il sert par exemple à faire les canettes de Coca-Cola, il sert aussi du coup pour les feuilles aluminium pour faire des papillotes par exemple. L'aluminium c'est 13-27. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 13 protons, 13 électrons, 27 moins 13, 14 neutrons. Okay, le silicium, vous le connaissez aussi très bien, c'est l'atome à la base du sable, à la base du verre aussi d'ailleurs. Le silicium c'est 14-28, ce qui veut dire 14 protons, 14 électrons et donc 14 neutrons. Vous remarquerez quelque chose de très particulier, la seule différence qu'il y a entre du sable et une canette de Coca-Cola, c'est un proton, un électron. Voilà la différence. Vous rajoutez à l'aluminium un proton, un électron, vous avez du sable. Et on peut continuer comme ça, évidemment, avec tous les atomes du tableau périodique. Donc finalement, vous voyez, on est quand même très proche en termes de composition, et ça nous permet de comprendre un petit peu que deux matières différentes sont finalement pas forcément si différentes que ça, en termes de composition. Et vous voyez qu'un proton, un électron, ça fait quand même une grosse différence au niveau des propriétés finales de la matière. Je vais finir cette vidéo sur une petite chose sur laquelle vous risquez de tomber un jour. Il est possible que l'atome de magnésium, par exemple, dans le tableau périodique qu'on va vous donner, ne soit pas donné comme étant 12-24, mais plutôt 24-12. Pas de panique quand c'est ça. Le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, est toujours le plus petit. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que ça, c'est les nucléons.
Et on se rappelle, les nucléons, c'est quoi? C'est les protons plus les neutrons. Mais ça, c'est les protons. Donc forcément, ce nombre-là, le nombre de nucléons, est forcément plus grand que les protons, c'est obligatoire. Jamais ce nombre-là pourra être les nucléons, c'est impossible. Si j'ai 12 nucléons, ça veut dire 12 protons, neutrons, et que je vous dis qu'il y a 24 protons, ça n'a pas de sens. C'est comme si je vous disais, j'ai un paquet de bonbons qui contient 12 bonbons, et dedans j'ai 24 bonbons bleus. Ben non, ça n'a pas de sens. Donc, faites attention, le plus petit nombre sera toujours le nombre de protons, c'est-à-dire le numéro atomique. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Bien évidemment, n'ayez pas peur, hein, ça se lit de la même façon après, hein, de toute façon. Le raisonnement est exactement le même. Voilà pour cette vidéo, vous avez avec ça l'essentiel de ce qu'il faut savoir au niveau 3e, et puis de tout ce qu'il faut savoir finalement sur un atome. Il n'y a plus qu'à travailler sur les ions, et puis c'est gagné. Merci pour votre attention.